Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième masterclass de l'automne autour des documentaires publiés aux éditions Gallimard Jeunesse ainsi qu'à son directeur éditorial, Thomas Dartige. En septembre dernier, lors de notre présentation des nouveautés européennes de l'automne, vous avez été plusieurs à manifester votre intérêt pour une présentation entièrement consacrée au documentaire jeunesse. Et Thomas a accepté volontiers de participer à cette formule, quand même somme toute plus étoffée, donc formule d'1 heure autour des documentaires. Il va nous présenter dans un premier temps la politique éditoriale de Gallimard Jeunesse sur le pôle non-fiction, livres illustrés et nouveaux médias. Puis, dans un deuxième temps, il survolera l'ensemble du catalogue de Gallimard Jeunesse et ses différentes collections à travers trois grands enjeux contemporains, donc le féminisme et les questions de genre, l'écologie, le racisme et les luttes contre la discrimination. À tout moment lors de cette présentation, je vous invite à nous faire part de vos questions dans le chat. Nous y répondrons en cours de présentation, sinon à la fin, là, selon ce qui s'insère le mieux dans la présentation. Et il y a une bibliographie qui va aussi être extraite du PowerPoint de Thomas et on pourra vous l'envoyer avec l'enregistrement là, à la suite de l'événement. Donc, on débute. Thomas, je te remercie d'abord d'avoir accepté de te prêter à cet exercice avec nous. Bonjour. Bonjour et merci Bonjour. Marlène pour cette invitation. Écoute, ça me fait vraiment plaisir. Thomas, dans une entrevue que tu as accordée à Anne Blanchard, de la revue Les Livres pour enfants, tu affirmais, et je vais te citer, que la non-fiction connaît aujourd'hui un véritable renouveau créatif dans tous les domaines et témoigne de cette soif de comprendre et de saisir le réel dans toute son épaisseur et sa complexité. Tu parles même de l'album documentaire comme d'un lieu de création et d'engagement. Dis-moi, comment, en tant que directeur du pôle non-fiction chez Gallimard Jeunesse, tu relèves ce défi? Alors, grande Grande question, question. je vais essayer d'y répondre. Je crois on a 1 heure en fait ensemble. Donc il est midi chez vous, je crois, il est 18 heures à Paris. Voilà, il fait nuit déjà. Donc encore une fois, merci d'avoir organisé cette rencontre et cette masterclass en visio entre Paris et Montréal. Euh, Déjà dire en fait, et ensuite je répondrai évidemment à la question, mais que c'est toujours un plaisir en tout cas de pouvoir échanger et partager en fait les convictions et la passion qui nous animent et les réflexions aussi qui guident, comment dirais-je, et qui inspirent les grandes lignes de notre politique éditoriale. Je pense que c'est plus utile que jamais de renforcer les liens entre tous les maillons de la chaîne du livre, depuis les auteurs, les autrices, les illustrateurs, les illustratrices, jusqu'aux lecteurs et aux lectrices, en passant évidemment par les éditeurs, mais aussi les libraires et les bibliothécaires. Et donc que je remercie d'être présents et aussi nombreux aujourd'hui. Voilà, donc comme tu le disais, je suis donc Thomas Dartige, directeur éditorial de Gallimard Jeunesse, en charge du pôle non-fiction et des nouveaux médias de Gallimard Jeunesse, qui est, comme vous le savez, un éditeur généraliste et indépendant, leader sur le marché de l'édition jeunesse en France et filiale du groupe Gallimard. Et Gallimard Jeunesse est présidé par Edwige Pasquet. Peut-être commencer par mettre en perspective et noter que depuis quelques années, les livres documentaires n'hésitent pas à mêler à la fois l'information, la narration, la réflexion. Ils exploitent de nouvelles images, s'autorisent de nouveaux discours, intègrent de nouveaux savoirs, explorent de nouveaux thèmes. Les améliorations en fait des techniques en fait de fabrication du livre permettent des présentations nouvelles à des prix plus accessibles. Des livres animés avec des tirettes, des volets, des roues, des pop-up ou bien des livres coffrets avec des maquettes à monter, des mécanismes à construire, du matériel pour faire des expériences. Et puis évidemment, l'évolution du goût influence les choix esthétiques en termes de maquettes, d'iconographie, d'illustration. Enfin, ils doivent s'adapter à une évolution profonde de notre société, à la fois les progrès de la vulgarisation et la transformation des modèles éducatifs qui incitent à renouveler les démarches, les champs et les modes de questionnement.
Je pense que l'univers de référence culturelle des jeunes lecteurs s'est énormément complexifié ces dernières années. D'abord, il existe à la fois à l'échelle de leur quartier, de leur ville, de leur région, de leur pays, de leur continent et de leur planète. Un jeune adolescent français, par exemple, superpose le plus souvent sa culture française, c'est là qu'il est né et qu'il vit, qu'il va à l'école, mais on pourrait le dire de la même façon d'enfants canadiens ou québécois, et puis quelques éléments de culture américaine par le cinéma, les séries télévisées, la musique ou les jeux vidéo, euh, ou japonaise, notamment par exemple en France, la France est le premier pays lecteur de manga. On pourrait ajouter qu'un certain nombre d'enfants, en fait, alors par exemple en France, se reconnaissent également une appartenance à d'autres univers culturels comme l'Afrique ou le Maghreb. Et puis surtout, les enfants et les adolescents, en fait, vivent dans une société de consommation, d'information et de loisirs qui multiplie les supports et les modes d'accès au savoir. Et comme l'ont démontré, par exemple, un chercheur comme Hervé Glevarec, sociologue, dans son ouvrage La culture de la chambre, ils construisent leur savoir et leur identité en mêlant à la fois la culture scolaire, la culture familiale et la culture médiatique. Parce qu'ils passent maintenant plus de temps devant les écrans, ordinateurs, consoles, tablettes ou smartphones qu'en classe. Et donc, avec la révolution numérique, les médias pour les enfants et surtout les adolescents sont largement dominés en fait par Internet, les médias sociaux, loin devant la presse écrite et même la télévision. Le principal support en fait pour y accéder est donc aujourd'hui le smartphone avec les moteurs de recherche comme Google lorsqu'ils font une recherche précise sur un thème grâce à un mot-clé. On parle alors de prescription algorithmique, ça c'est souvent enfin, voilà, sur ordinateur ou smartphone, et puis par les plateformes comme YouTube, s'ils recherchent des vidéos, ou bien les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat, et alors on parle de recommandations sociales. Euh, le philosophe Bernard Stiegler, qui vient de nous quitter, a étudié le lien entre les technologies numériques et les mutations en fait du capitalisme depuis la révolution industrielle, et il allait, lui, par exemple, il allait même jusqu'à opposer les institutions de programme, donc la famille, l'école, le collège, et les industries de programme, les studios de cinéma, les chaînes de télévision ou de radio, les jeux vidéo, mais surtout les plateformes de streaming comme Netflix ou les GAFAM. Et il avait constaté que l'instruction gratuite et obligatoire, imposée en France, par exemple, par Jules Ferry, avec les lois de 1880, 1882. Je ne connais pas voilà, l'équivalent en fait au Québec, mais avait rencontré beaucoup de résistance en exigeant que le temps de l'enfant soit rendu disponible au savoir. C'est-à-dire que l'économie, paysanne ou urbaine, voulait disposer de ce temps pour faire travailler les enfants. Et Bernard Stiegler constate qu'au XXe siècle, avec la naissance de la publicité, l'industrie de programme canalise de plus en plus systématiquement le temps de l'enfance pour en faire une marchandise, comme temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Et donc, ce n'est plus la production, mais bien la consommation qui tente d'imposer sa loi et qui privilégie l'uniformisation, en fait, au détriment de l'individuation et de l'émancipation. Et donc, on est entré véritablement, et en particulier les enfants, de plus en plus tôt, dans une économie de l'attention. Donc, j'emprunte cette expression à Georg Frank, qui est extrêmement puissante et qui est soumise aux seules logiques du marketing et du divertissement. Donc, pour un éditeur de livres documentaires, ce nouveau rapport au savoir représente un enjeu à la fois démocratique, pédagogique et économique. Un enjeu démocratique parce qu'il crée de nouvelles inégalités. Si on apprend de plus en plus en dehors de l'école, le programme n'est plus le même pour tous et l'environnement socio-culturel de l'enfant pèse plus lourd. Et donc, c'est important que les enfants prennent l'habitude de fréquenter des librairies ou des bibliothèques grâce à l'école, leurs parents ou des militants de l'éducation populaire et qu'ils y trouvent une belle biodiversité éditoriale, des livres à la fois exigeants et accessibles qui leur permettent de questionner le monde qui les entoure de manière active, éclairée, citoyenne, mais aussi de se construire une identité forte et singulière. Mais il y a aussi un enjeu pédagogique, puisque ce nouveau rapport au savoir crée aussi de nouvelles motivations. C'est Freud qui dit apprendre, c'est investir du désir dans un objet de savoir. Et c'est vrai que pour qu'un individu s'approprie un nouveau savoir, il doit évidemment consentir des efforts et il pourra le faire d'autant plus facilement qu'il y trouvera du sens et du plaisir. Donc là, c'est notre rôle en tant qu'éditeur
et évidemment défendu par tous les passeurs, en fait, euh, voilà, d'essayer de les aider à entretenir avec le savoir une relation affective, émotive ou ludique, et pas seulement cognitive. Et donc, sans démagogie, on doit séduire le lecteur en faisant appel à son intelligence, sa curiosité, sa sensibilité, son imagination, pour le rendre acteur de son savoir, enrichir ses connaissances, développer son esprit critique. Et donc, cela oblige à renouveler en fait les illustrations, euh, actualiser actualiser pardon les références, euh, alterner le sérieux et l'humour, choisir un ton ou un angle en fait qui leur parle. Et puis enfin, un enjeu économique évidemment avec un double défi que résumait bien Bruno Patino, président de la chaîne culturelle Arte, donc chaîne franco-allemande donc en Europe, lors des dernières assises du livre numérique consacré à la question comment lirons-nous demain? Et donc, selon lui, dans un écosystème numérique extrêmement concurrentiel, un éditeur a deux options, deux enjeux à relever pour capter l'attention du lecteur. Le premier, et on ne peut pas le faire sans vous, c'est de faire découvrir notre production, nos collections, nos auteurs, nos illustrateurs, c'est-à-dire faire en sorte que le livre et la lecture restent présents dans les pratiques culturelles des jeunes face aux réseaux sociaux, face à YouTube, face à Netflix, et qui proposent 1 milliard de fois plus de contenu que de temps disponible. Et puis le deuxième enjeu, évidemment, c'est de maintenir ce lien particulier avec la lecture. La lecture, ce n'est pas seulement lire un texte, c'est aussi une prédisposition d'esprit qui vise à projeter son imaginaire sur un contenu écrit. Et le moins que l'on puisse dire aujourd'hui, c'est que dans l'écosystème de plateformes, cette démarche-là n'est pas privilégiée. Euh, pour rentrer un peu plus dans le concret, donc j'avais proposé en discutant avec Marlène de vous expliquer dans un premier temps, vous faire rentrer un peu dans les coulisses de la vie d'un éditeur documentaire et de vous montrer un petit peu comment on construit un programme. Voilà, donc je vais peut-être commencer à partager. euh, voilà, je pense que vous voyez, voilà, ma présentation. Donc chaque année, mon équipe et moi, en fait, imaginons notre programme éditorial avec toujours la même exigence et la volonté d'innover, de prendre des risques, d'explorer de nouveaux partis pris graphiques, narratifs et thématiques, mais aussi de construire sur le long terme un catalogue exigeant et cohérent en créant des livres de fond à la fois beaux, utiles et durables. Et je pourrais dire que le métier d'éditeur est un peu au croisement de la création contemporaine, hein, le livre-objet, j'y reviendrai, la recherche scientifique, évidemment, hein, je parle de sciences dures, comme on dit, physique, géologie, anthropologue, enfin, bon, etc., mais aussi de sciences humaines et sociales, et puis de l'éducation populaire. Euh, donc pour faire ce programme et essayer d'innover, en fait, donc j'ai le plaisir d'animer une équipe de 7 personnes. Nous publions plus de 100 titres par an, dont une cinquantaine de documentaires pour les 6 ans et plus. C'est de ça dont je vais parler essentiellement. Et donc sur mon tableau de programme que j'aurais pu partager avec vous, mais c'est un tableau Excel, voilà, un petit peu austère. Ce qui est intéressant, c'est de constater que sur ces 50 livres, il y a à peu près le poids entre achat et création est de 50-50. Donc, je réexpliquerai ce que j'entends par achat et création. Relookage et nouveauté, j'y reviendrai aussi peut-être, c'est 15% de relookage, 85% de nouveauté. Et enfin, entre collection et hors collection, c'est à peu près, disons, 2 tiers dans des collections et un tiers, du coup, hors collection. En 2024, par exemple, la moitié des titres du programme seront créés par notre département, donc avec notre service de fabrication et notre studio graphique, et puis de nombreux collaborateurs extérieurs. C'est ça aussi, en fait, ce qui fait la spécificité en fait du livre illustré, du livre documentaire par rapport à la fiction. C'est vraiment ce côté très collectif. Et donc, on va travailler avec des auteurs, des autrices, des illustrateurs, des illustratrices, des graphistes, des iconographes, des photographes, des ingénieurs papier, des conseillers scientifiques, des correcteurs, des imprimeurs. Voilà. Donc, je disais 50% créés, comment dirais-je, avec notre studio, notre service de fabrication. L'autre moitié est constituée d'ouvrages que nous co-produisons ou dont nous achetons les droits
aux meilleurs packageurs ou éditeurs étrangers, chacun dans leur domaine. Alors notamment, nous travaillons beaucoup avec Dorling Kindersley pour les encyclopédies familiales ou Quarto pour les livres coffrets. Mais, et je pense que c'est mieux de le dire, si vous venez voir le site de Gallimard Jeunesse, il y a certains titres en fait qui ne seront pas commercialisés en fait au Québec, ou en tout cas pas chez Gallimard, parce que certains éditeurs en fait souhaitent garder les droits en fait pour l'Amérique du Nord. Mais 100% de nos créations sont diffusées par les équipes de Gallimard Québec, Diffusion, et puis une grande partie des livres que nous traduisons en langue française sont aussi disponibles dans notre catalogue. Et en particulier les albums documentaires pour lesquels on travaille avec de nombreux éditeurs étrangers avec qui nous partageons des convictions fortes. Je pense à Flying High Books, par exemple, le nouvel imprint jeunesse de Nobro, ou bien Wide-Eyed dans le passé, imprint de Quarto aussi créé par Rachel Williams et Jenny Broom. Je pourrais citer Magic Cat, je pourrais citer Nosicro, donc qui sont tous des éditeurs ou des packageurs anglais. Mais nous sommes aussi attentifs à traduire également des livres créés par des éditeurs non anglo-saxons. Nous avons ainsi publié des livres créés par des éditeurs portugais, comme Planeta Tangerina, catalans, comme Zauri, polonais, comme Diesistre, ou encore chinois, comme Le Lecu. Plus de 80% des livres que nous achetons viennent donc de ces éditeurs. Et en fait, on les rencontre au moins 3 ou 4 fois par an. Alors parfois à Paris ou à Londres, mais aussi et surtout à la foire de Bologne au printemps et à la foire de Francfort à l'automne. Donc lors de ces foires, qui sont des foires professionnelles, hein, en fait, d'échange de droits, nous rencontrons, comment dirais-je, nous restons 3 jours et on a des rendez-vous en fait toute la journée, le plus souvent juste une demi-heure, hein, presque du speed dating, parfois plus, jusqu'à 2 heures avec nos partenaires privilégiés. Et les responsables des droits étrangers nous présentent les nouveaux projets susceptibles de nous intéresser, parfois un livre imprimé, mais le plus souvent une maquette en blanc avec une couverture, quelques doubles pages et un synopsis détaillé. Euh, Français, mais souvent anglais. Et donc, on donne notre avis par rapport au marché français, par rapport à notre catalogue, notre intérêt, nos convictions. On peut commencer à évoquer des quantités, des tirages. Et puis le mois suivant, on nous envoie le matériel des titres qui nous intéressent, et puis des prix pour les quantités désirées. Voilà, parfois on est mis en concurrence. Par exemple, si c'est une nouveauté dans une collection, ou si nous avons comment dirais-je, enfin, pardon, lorsqu'il s'agit d'une nouveauté dans une collection ou si nous avons des relations privilégiées avec l'éditeur, nous ne sommes pas mis en concurrence, mais parfois il y a mise en concurrence, voire enchère, ce qui nous oblige à faire une offre avec des quantités importantes. Et puis, on nous demande un plan marketing où on doit rappeler nos points forts, le fait qu'on est leader sur tel segment, tel réseau, on va détailler les moyens que l'on mettra en œuvre pour le lancement de l'ouvrage, donc la PLV, la publicité, des newsletters, du community management. Voilà, j'utilise plein de termes anglais. Voilà. Et puis côté création, en revanche, donc il faut avoir en tête que dans le domaine du livre, 9 livres sur 10, en tout cas chez Gallimard, sont le plus souvent des projets initiés par l'éditeur. Et les idées de nouveaux projets naissent à partir de sources très, très, très variées. Le plus simple, c'est évidemment d'enrichir une collection existante. Euh, mais mais c'est vrai il y a dans l'histoire de l'édition jeunesse des collections documentaires qui durent parfois plus de 20 ans, avec plus de 100 titres. C'est le cas évidemment, par exemple, Des yeux à la découverte ou de mes premières découvertes, dont je parlerai peut-être peu aujourd'hui. Mais ces collections en fait sont très importantes pour un éditeur parce que c'est économiquement un peu comme l'acquis d'un bateau en fait qui permet d'avoir vraiment une grande voile et d'explorer de nouveaux continents. Donc on travaille en fait à les remettre à jour en permanence, parfois à faire de nouvelles couvertures aussi. Et voire même à changer la feuille de style intérieure en fait. Voilà. Et puis on peut aussi créer de nouvelles collections qui répondent à une préoccupation ou un usage précis, ouvrage de référence ou livre cadeau, lecture fragmentaire ou documentaire narratif qui va se rapprocher du roman illustré ou de la bande dessinée. J'avais envie de partager avec vous comment dirais-je, la manière dont, par exemple, est née la collection BAM. Donc ça, ce sont les grandes collections. Donc sur la partie haute, en fait, plutôt la gamme encyclopédique,
dont je ne vais peut-être pas beaucoup parler aujourd'hui. Et puis en bas, vous avez plus les albums documentaires ou les collections BAM et Grande Vie, qui permettent en fait d'aborder plein de sujets de manière toujours très différente. Et notamment pour parler, puisque c'est un peu le sujet de mon intervention aujourd'hui, comment dirais-je, des enjeux contemporains. Alors, BAM, naissance d'une collection. L'idée de cette collection, en fait, elle est née à Londres pendant l'été 2014. J'avais découvert par hasard à la galerie Chemistry, dans le quartier de Shoreditch, pour ceux qui connaissent bien Londres, l'exposition d'un collectif de graphistes barcelonais, A Studio, qui était consacré à la mythologie grecque. Cette exposition, qui s'appelait donc Oh My God, comme vous le voyez, présentait les déesses et les dieux grecs en flat design comme des super-héros. Leurs caractéristiques et leurs attributs étaient immédiatement perceptibles, et j'ai été vraiment frappé par la dimension à la fois esthétique de ces illustrations, mais aussi leur grande lisibilité. Et elle correspondait parfaitement à un projet de collection pour ados pour laquelle je cherchais un nouveau style d'illustration. Et donc, en entrant à Paris, nous avons travaillé en fait sur ce projet avec mon équipe éditoriale et notre studio graphique. Et on a réalisé que ce style graphique pouvait s'adapter à tous les thèmes de la culture scolaire ou de la culture pop. La mythologie grecque d'Apollon à Zeus, mais aussi la paix de Gandhi à Mandela, le rock de Bowie à Nirvana, ou le foot de Pelé à Messi. Et donc, chaque titre conçu comme un beau livre et un ouvrage de référence propose une galerie de 40 portraits iconiques et permet de reconnaître ou de découvrir les personnages, hommes et femmes, qui ont marqué l'histoire des idées ou l'histoire de l'art. Donc, c'est comme un concentré de culture pour faire le tour d'un thème en 40 portraits, une galerie de 40 portraits donc, illustrés par un collectif d'illustrateurs spécialisés dans le flat design, donc le duo, Almasti, Jérôme Massy, Véronique Joffre. Ce sont aussi des ouvrages synthétiques et ludiques écrits par les meilleurs auteurs documentaires. Et puis, ce sont des thèmes issus de la culture scolaire, culture pop, mais aussi des enjeux contemporains, j'y reviendrai. Et puis, des petits livres à offrir pour un anniversaire ou à collectionner, mais qui sont aussi très empruntés dans les bibliothèques. Voilà, donc ça c'est collection BAM, collection dont nous avons cédé les droits en fait à un éditeur anglo-saxon qui s'appelle Wide-Eyed, et c'était évidemment pour nous en fait à la fois comment dirais-je, un signe de reconnaissance, mais aussi évidemment un soutien pour pouvoir continuer à développer comment dirais-je, cette collection, sachant que eux avaient choisi d'agrandir le format et ont changé les couvertures comme vous le voyez ici. Les grandes vies, en revanche, donc là aussi, naissance d'une collection. Là, il s'agit, à l'inverse, d'une collection qui a été créée par un éditeur anglais, Lawrence King, dont nous avons acheté les droits pour la langue française. Mais dès l'origine, il était convenu que nous pourrions créer des titres nous-mêmes qui puissent sortir un peu du panthéon étroit parfois de la culture anglo-saxonne, de la culture mondialisée, et donc pour proposer des biographies illustrées d'artistes, d'écrivains ou d'écrivaines, de scientifiques ou de militants qui ont changé le monde, des biographies captivantes, vraiment à lire comme un roman pour ne pas les réduire à une icône. C'est une collection qui est très attachée à la fois à la diversité, mais aussi à la parité femmes-hommes, et puis des livres avec une fabrication très soignée, couverture toilée, Pantone, voilà. Et donc là aussi à offrir ou à collectionner. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, comme je vous le disais, à la fois des albums documentaires, mais aussi des enjeux contemporains. Et donc, peut-être commencer par parler des livres documentaires et notamment pour rebondir sur l'introduction de Marlène et notamment le renouveau créatif. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de signaux faibles et de tendances lourdes qui donnent objectivement des raisons de croire à un véritable renouveau du livre documentaire ou de la non-fiction, aussi bien sûr, enfin, pardon, aussi bien pardon, sur le plan commercial que créatif. Parmi ces signaux, je pourrais citer les nombreux prix obtenus par des livres documentaires à Montreuil ou à Bologne, y compris Colorama, par exemple, de Cruciforme, qui a obtenu la pépite du livre illustré et qui connaît depuis un beau succès aussi bien en France qu'à l'international. Je pourrais citer également le développement au sein de grandes maisons d'édition anglo-saxonnes, parfois même cotées en bourse, de labels ou d'imprints dédiés aux non-fiction picture books. Donc, par exemple, je l'ai cité tout à l'heure, Big Picture Press chez Templar, Flying High Book chez Nobro, voilà le Colorama que Marlène vous montre, voilà, édité chez Giboulet.
chez Gallimard, ou Ren Hanwook, par exemple, chez Hachette. En France, avec des artistes comme Ben Newman ou Owen Davet, mais aussi Serge Bloch ou Guillaume Plantevin, je pense que Gallimard Jeunesse a été pionnier et a contribué avec d'autres éditeurs jeunesse que je peux citer, comme Lagrume, Actes Sud, Milan, Amatera, Le Seuil, Les Grandes Personnes, à l'émergence de ce mouvement que Rachel Williams appelle le Slow Reading Movement, en écho au concept de slow food ou de slow media, utilisé notamment par des revues ou des MOOC comme la revue 21, la revue dessinée ou Topo, qui racontent des histoires vraies, des enquêtes, des reportages mis en images par des illustrateurs ou des auteurs de bande dessinée. Donc, il s'agit, en fait, ces albums documentaires, de livres au format originaux, avec des parties pris graphiques très forts et une fabrication très soignée, des livres aux accents vintage qui ont le goût de l'enfance et qui séduisent autant les enfants que leurs parents, nés entre 75 et 90. Donc, une nouvelle génération de lecteurs, mais aussi une nouvelle génération de parents, de plus en plus connaisseurs et exigeants, parce qu'ils ont grandi à une période où l'offre éditoriale jeunesse a connu une véritable explosion créative et ils ont accès aujourd'hui à une grande diversité éditoriale. Ces livres de création furent souvent récompensés par le prix de la presse des jeunes à Montreuil, le prix Sorcière remis au Salon de Paris ou le Ragazzi Award décerné à la foire de Bologne. Et il s'inscrit en fait dans le fait qu'il y a maintenant, il s'agit désormais de vivre avec deux usages, si on pense à l'usage connecté et l'usage non connecté. Et à cet égard, la renaissance du marché des vinyles, alors même que les plateformes de streaming musical comme Spotify ou Deezer continuent à se développer, n'est en rien paradoxal. Ces deux usages, connectés et non connectés, existent en fait pour la lecture également. Et donc, comme le disait Marlène, je pense effectivement que l'album documentaire est devenu un lieu de création et d'engagement. Donc, je peux peut-être être un peu plus explicite. Création parce qu'il participe donc effectivement de ce renouveau créatif dont nous parlions, de la non-fiction dans tous les domaines. Donc, c'est vrai des livres illustrés, mais aussi des revues, des podcasts, des web-séries, des films, de la photographie, de la bande dessinée, de la littérature ou même de l'art contemporain. Et en effet, il témoigne comment dirais-je, comme le rappelait Marlène, de cette soif de comprendre et de saisir le réel dans toute son épaisseur et sa complexité, mais aussi engagement, à la fois pour la justice sociale, mais aussi pour la lecture et le livre comme facteur d'émancipation. Et face à la révolution numérique et à la place croissante des écrans dans nos vies, les livres documentaires possèdent, à mon avis, trois atouts. La référence, la matérialité et le point de vue. La référence d'abord, c'est qu'il s'agit d'une encyclopédie, d'un atlas ou d'un album. Tous nos livres sont écrits ou relus par des auteurs, autrices, journalistes spécialisés ou chercheurs, chercheuses. Les livres documentaires permettent ainsi de partager des connaissances fiables et accessibles à tous, de les mettre en perspective, de déconstruire les idées reçues et d'aider les jeunes lecteurs à se construire et à participer au débat citoyen. Donc référence, mais aussi matérialité. Donc, je m'explique, le livre imprimé, donc en tant qu'objet, favorise l'exploration et la lecture partagée. Il permet de ralentir, de faire une pause et de se retirer de la connexion permanente, de prendre du temps pour réfléchir, pour donner de la profondeur et du sens. Contrairement à Internet qui est infini, un livre a un format et une pagination qui oblige à hiérarchiser et à organiser le savoir pour stimuler la curiosité, aider à comprendre et construire et structurer des connaissances de manière durable. Et puis, avec notre service de fabrication et notre studio graphique, nous cherchons pour chaque projet une adéquation parfaite entre le fond et la forme, donc couverture toilée, embossage ou gaufrage, vernis sélectif, papier offset, impression en ton direct. Tout est fait en fait pour séduire le lecteur, stimuler ses sens, développer le plaisir esthétique et améliorer l'expérience et le confort de lecture. Et enfin, le point de vue. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'objectivité que revendique Wikipédia ou certains éditorialistes de chaînes d'infos en continu. Je pense qu'un auteur ou un illustrateur, une autrice ou une illustratrice a toujours un point de vue. Et je pense que c'est essentiel de proposer au lecteur une organisation du réel à travers un point de vue. Ça lui permet
de construire, comme je le disais tout à l'heure, justement, cette relation affective, esthétique, sensible et humaine avec le savoir, et pas seulement cognitive. Et donc l'auteur peut revendiquer sa subjectivité ou présenter une pluralité de regards, mais dans l'idéal, il ne doit pas livrer un prêt-à-penser, mais s'adresser au contraire à la curiosité et l'intelligence du lecteur pour éveiller son esprit critique et l'aider à fonder son propre jugement. Euh, je voulais aussi avant de vous présenter en fait les titres, euh, vous parler des enjeux contemporains. Euh, pour vous dire que ces enjeux contemporains, ils traversent les médias, et en particulier les médias sociaux, qui constituent aujourd'hui l'essentiel des sources d'information des collégiens et des lycéens, loin devant la presse écrite ou la télévision, comme je le disais. Donc de MeToo à Black Lives Matter, en passant par Youth for Climate, j'aurais pu dire, voilà, les médias sociaux qui s'adressent aux ados ou aux jeunes adultes, comme Brut ou Combini, ont bien compris le pouvoir viral du hashtag et son impact à l'échelle mondiale, à tel point qu'ils ont fait de cet engagement leur marque de fabrique. Euh, mais ces questions, en fait, ne sont pas non plus de pure construction médiatique. L'urgence climatique, l'égalité femmes-hommes, la justice sociale ou encore la lutte contre les discriminations traversent bien la réalité de leur vie ou des personnes qui les entourent de manière concrète. Et même si leur hiérarchie peut varier selon leur milieu social, leur lieu de vie, leur genre ou leur âge, écologie, féminisme, racisme, ces préoccupations sont réelles et sont nourries par leur expérience vécue. Par ailleurs, de nombreux enseignants abordent aussi ces questions avec leurs élèves en histoire, en français, en sciences et vie de la Terre, en langue ou en art plastique. Là aussi, peut-être que les termes ne sont pas exactement les mêmes au Québec, je m'en excuse. En revanche, c'est vrai, de manière explicite ou implicite, euh, les livres documentaires autour de ces enjeux expriment, à mon avis, trop souvent des injonctions à s'indigner ou à s'engager. Tout se passe comme si les jeunes étaient responsables ou tenus comme responsables du présent ou de l'avenir du monde que leur ont légué leurs aînés, comme si face à l'échec et à l'irresponsabilité de la génération qui les a précédés, on comptait sur eux pour réparer ou sauver la planète. Euh, voilà, donc j'avais envie de partager en fait toutes ces réflexions, toutes ces convictions, avant de rentrer un peu plus concrètement sur une sélection de livres justement sur les trois enjeux contemporains en fait, voilà, qu'a évoqué Marlène. Le premier, c'est évidemment l'écologie, la nature, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Sur la question climatique, les discours des livres jeunesse sont souvent saturés d'injonctions à changer nos comportements individuels pour devenir un bon éco-citoyen. Donc, manger moins de viande, acheter local et bio, trier ses déchets, comme si chaque individu constituait à la fois la cause du problème et la solution, comme s'il n'y avait pas de cause structurelle ou systémique. Or, si les efforts individuels sont évidemment essentiels, il s'agit bien d'un choix politique et collectif, d'une remise en question du productivisme et de la surconsommation. Autrement dit, comme peuvent le dire certaines, comment dirais-je, banderoles de lutte pour le climat, changeons de système, pas de climat. Et face à la prise de conscience et à l'intérêt des lecteurs pour ces enjeux, de nombreuses librairies indépendantes ont créé un rayon écologie qui mêle le pratique et le savoir, la pensée critique et le sensible. Donc sur la même table peuvent se côtoyer un guide d'initiation à la permaculture, un essai de Rachel Carson, de Philippe Descola ou de Baptiste Morisot, un numéro de la revue Relief ou de la revue Bibo, d'un roman dystopique ou de nature writing, un ouvrage critique sur le recyclage ou une enquête en bande dessinée, par exemple, sur la prolifération des algues vertes en Bretagne ou sur, comment dirais-je, le changement climatique. Moi, je crois beaucoup à cette diversité éditoriale pour sensibiliser à l'écologie et au vivant et pour nourrir l'imaginaire. C'est pourquoi on essaye chez Gallimard Jeunesse de varier les angles, comme vous le voyez, les genres et les formats pour créer une forme de bibliothèque idéale. Donc, au sein de notre catalogue, nous avons des livres qui associent la richesse et la fiabilité d'une encyclopédie avec la séduction esthétique d'un beau livre, grâce à de magnifiques planches naturalistes sur les animaux ou les plantes. Et puis, nous avons publié une série de 3 beaux livres écologiques sur la montagne, les océans et les forêts, où il est question à la fois de zoologie, de botanique, de géologie,
mais aussi d'anthropologie, de géographie et d'histoire, avec ces magnifiques illustrations de Lisk Feng que vous voyez ici. Et comme le disait Télérama au sujet du livre sur l'Everest, Everest est une randonnée savante au sommet du monde, dans l'apesanteur de dessins splendides, neigeux et vibrants, comme enfouis au plus profond du cœur des hommes. Je pourrais parler aussi, donc voilà quelques doubles pages aussi de la Grande Barrière de Corail. Et puis Yellowstone, en fait, qui sort en France là, en fait, qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui devrait bientôt sortir en fait au Québec sur ce grand parc national et qui est absolument passionnant en fait pour poursuivre en fait cette série justement de comment dirais-je sur l'écologie. Je pourrais vous parler aussi de Philippe Giordano en fait et de ce très très bel album en fait qui est une véritable célébration haute en couleurs en fait du monde végétal sur les plantes avec ces magnifiques illustrations qui sont aussi bien esthétiques que pédagogiques et qui est vraiment un plaisir sur les yeux. On retrouve encore Rachel Carson. Et puis, je pourrais vous parler aussi des merveilleux guides d'identification pour apprendre à connaître et à identifier les fleurs, les arbres ou les oiseaux, pardon, avec les magnifiques illustrations de Léa Maupetit et les textes très vivants et très sensuels et en même temps très précis, documentaires en fait sur, comment dirais-je, ces grandes thématiques, un peu entre la revue La Hulotte ou des guides de Lachaud et Niestlé. Et donc voici quelques doubles pages. Donc ce sont une collection en fait avec un format très très particulier qui à la fois passionne les enfants dès le plus jeune âge, mais qui peut aller très très loin et qui peut même souvent en fait enfin intéresser évidemment des adultes avec un format très 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 livre cadeau. Et donc si vous avez envie de jouer au jeu de l'identification, voici les crayonnés en fait, comment dirais-je, de Léa Maupetit. Et donc, il s'agit d'un figuier, d'un olivier et d'un sorbier. Et puis, plus dur ou plus facile, noisetier, saule pleureur et chêne. Voilà. Avec Abeilles et vers de terre, en fait, de Florence Tinard et Benjamin Flou, on se rapproche plus de l'infographie et la dimension écologique est peut-être plus marquée, puisqu'on découvre notamment leur contribution écosystémique. Je parle des abeilles et des vers de terre. Évidemment, la pollinisation pour l'abeille et puis l'humus, à la fois la matière organique et aussi l'aération du sol en fait pour les vers de terre et qui est essentiel en fait pour la vie sur Terre. Donc tout le livre est organisé avec l'abeille en haut, le ver de terre en bas, voilà dans le sol. Et, et voilà, et c'est comme ça en fait tout au long du livre. Mais à côté de l'écologie comme science, nous souhaitons également inviter et initier, disons, les jeunes à l'écologie politique. C'est pour ça qu'avec Elisabeth Combre, donc l'autrice, et puis Véronique Joffre, dont vous voyez ici la photo, nous avons dans la collection BAM, dont je vous parlais tout à l'heure, choisi de présenter une histoire de la pensée et des combats écologistes à travers le portrait de 40 penseurs, écrivains, scientifiques, militants ou lanceurs d'alerte, de Henri-David Thoreau, donc à Greta Thunberg, en passant par Rachel Carson ou Wangari Maathai, pardon. Vous voyez, Arne Naes, par exemple, philosophe de l'écologie, Diane Fossey, évidemment, Claude Lorius, glaciologue, qui a vraiment, en fait, comment dirais-je, est un pionnier, en fait, par rapport à beaucoup de scientifiques, en fait, qui travaillent au sein du GIEC. Wangari Maathai, évidemment, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Voilà, Paul Watson, Vandana Shiva, Rob Hopkins, voilà, jusqu'à Greta Thunberg. Elisabeth Combe, donc, qui a créé ce BAM, en fait, a aussi écrit une biographie illustrée d'Henri-David Thoreau dans la collection Les Grandes Vies. Henri-David Thoreau, en fait, qui était vraiment précurseur de l'écologie et de la décroissance et théoricien du principe de désobéissance civile qui inspira Gandhi et Martin Luther King. Et donc, voilà, je voulais vous parler aussi rapidement d'une nouveauté de cette fin d'année qui sortira là aussi bientôt, comment dirais-je,
au Québec, qui s'inscrit dans le fait que pendant longtemps, les livres sur la nature étaient le domaine réservé des zoologistes, des botanistes, des géologues ou des climatologues. Mais aujourd'hui, les pensées de l'écologie mobilisent des philosophes, des anthropologues, des sociologues, historiens ou géographes de l'environnement, qui invitent à repenser les liens en fait entre humains et non humains, qui parlent d'une crise de sensibilité, qui remettent en cause l'idée moderne de la nature. Euh, et donc, ce livre devait s'appeler La nature n'existe pas, qui était une formule que l'on a empruntée à Philippe Descola et qui peut paraître provocatrice au moment même où il semble urgent de la protéger. Mais ça nous semblait vraiment important, et c'est l'objectif ambitieux de cet album, de questionner ce mythe occidental qui réduit la nature à un objet à explorer, un patrimoine à préserver ou une ressource à exploiter. Donc le concept de nature. Voilà. Et en mêlant information documentaire et récit, Elisabeth Combe propose un impressionnant travail de synthèse qui permet d'explorer et de ressentir la grande diversité des représentations de la nature dans l'histoire et autour du monde, des aborigènes d'Australie aux militants écologistes dans les ZAD, en passant par les Chinois taoïstes, les poètes du Moyen Âge, les physiciens quantiques ou les industriels du vivant. Et ainsi, cet album nourrit notre sensibilité et nous invite à habiter le monde autrement, en lien étroit avec le monde vivant, les plantes, les animaux, les forêts et les rivières. Je voulais vous parler aussi, évidemment, parmi les enjeux contemporains, de la question en fait de l'égalité femmes-hommes, du féminisme, des questions de genre, par la puissance de la diffusion virale et de l'amplification médiatique, le mouvement MeToo a accéléré une prise de conscience des questions féministes au-delà du cercle militant et universitaire. En France, de nombreux podcasts et la revue La Déferlante, par exemple, ont sensibilisé et documenté ces questions entre intime et politique. Et l'édition jeunesse, évidemment, n'a pas échappé à cette vague. Après le succès de Culotté de Pénélope Bagieux en bande dessinée ou d'Histoire du soir pour filles rebelles en jeunesse, paru juste avant MeToo, il y a eu un tsunami de livres à vocation internationale pour raconter le destin de femmes extraordinaires et inspirantes. Ces livres ont certes permis de désinvisibiliser des femmes qui ont marqué l'histoire et que l'histoire, écrite par des hommes, a oublié ou caché. Et elle a aussi, ils ont aussi proposé des modèles féminins qui manquaient. Mais en présentant presque exclusivement des modèles hors du commun, ces livres garantissent souvent 100% girl power, créent une forme d'injonction et qui ne donnent pas forcément les clés pour comprendre les rapports de domination qui traversent les sociétés, la société patriarcale, ni l'histoire politique et collective des combats féministes. Et donc Gallimard Jeunesse, qui a participé à ce mouvement en proposant des biographies illustrées de Frida Kahlo, Maya Angelou, Nelly Bly ou Gisèle Halimi dans la collection Les Grandes Vies, qui, comme je vous le disais, respectent systématiquement la parité et permet de raconter leur vie en profondeur afin de ne pas les réduire à une icône. Nous avons souhaité donc, à côté de ces livres, pour mettre cette question en perspective, créer un livre dans la collection BAM qui raconte de manière chronologique les grandes batailles féministes pour l'égalité, le vote, la procréation, le travail, la famille, le genre, pour bien comprendre que la prise de conscience des victoires passées et les combats actuels sont aussi le résultat de plus de 200 ans de lutte pour les droits des femmes. Donc le parti pris là n'était pas simplement de faire une liste de femmes connues et pionnières dans leur domaine, la première femme médecin, la première femme avocate, la première femme aviatrice ou astronaute, mais plutôt de raconter et d'expliquer aux ados, filles et garçons, de manière chronologique, justement donc les grandes étapes de l'histoire du féminisme. Et donc à travers cette galerie, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Niki de Saint-Phal, Louise Bourgeois, Marie Curie ou Jane Goodall, Olympe de Gouges, bien sûr, Marie Wollstonecraft, voilà. Et je pourrais en citer d'autres. Je vais accélérer un peu parce que j'ai pris un peu de retard. Dans la collection des Grandes Vies, je voulais attirer votre attention sur le dernier titre, en fait, nouveauté aussi, portrait de Rosa Bonheur, qui a, comment dirais-je, qui vient de rencontrer un énorme succès, en fait, en France avec une exposition record qui va tourner en fait autour du monde et peut-être du coup aussi au Québec et qui fut de son temps très très connu. Et Rosa Bonheur, ce qui est vraiment assez passionnant, c'est qu'elle a une vie qui mêle justement en fait les enjeux contemporains autour des questions de genre, mais autour de l'écologie aussi, puisque c'était une peintre, comment dirais-je, animalière, qui a connu de son vivant
vraiment un très très grand succès qui a été invisibilisé, on n'en a plus entendu parler. Et puis à nouveau, à partir des années 70 et 80, elle a été défendue et reconnue comme une icône, justement, y compris de l'écologie et de lutte LGBT, même si elle pouvait être par bien des aspects conservatrice. Et puis, pour développer la pensée critique, nous aimons aussi aborder des sujets qui passionnent les ados au prisme de ces enjeux contemporains. C'est le cas de la mode en question, par exemple, où l'autrice Juliette Hiller, philosophe de formation, raconte avec beaucoup de talent que la mode n'a pas toujours existé et explique en fait la mode au prisme justement des enjeux contemporains. Et c'est absolument passionnant pour justement développer la réflexivité et son esprit critique. Voilà. Je vais peut-être passer un peu plus vite parce que je crois qu'il est 18h50 et je voulais peut-être laisser la possibilité à quelques échanges. Euh, euh, Allez passer un petit peu plus vite sur, pardon, le dernier enjeu contemporain, en fait, qui est sur racisme, antisémitisme, colonisation et immigration, sachant qu'il est souvent difficile pour les enfants sur ces sujets ou les ados de distinguer, de trouver une cohérence entre ce qui relève des discours médiatiques et politiques, de la recherche historique, du programme scolaire, de la mémoire familiale et de leur expérience vécue. C'est le cas, par exemple, en France aujourd'hui, avec la guerre qui se passe donc entre Israël en fait et la Palestine, et notamment, comment dirais-je, et qui crée en fait comme un renouveau en fait de l'antisémitisme, aussi éventuellement de l'islamophobie et ça nous semble très très important en fait euh, que des livres puissent justement peut-être apporter surtout en fait des informations fiables, euh, nourries par la recherche scientifique, en l'occurrence historique. Et voilà, c'est dans cet esprit que nous avions créé en 2005 Enfants d'ici, parents d'ailleurs, avec Carole Saturno. Il n'existait pas d'ouvrage de référence en jeunesse sur l'histoire et les mémoires de l'immigration. Et ce livre avait reçu un très, très bel accueil. Voilà, ces questions, je pense, vraiment nécessitent de mobiliser les nouveaux savoirs produits par les historiens et les sociologues. Et là encore, nous croyons à la diversité éditoriale et à la mise en perspective historique jusqu'à l'injonction morale. Et donc, sur l'antisémitisme, nous avons publié un album sur l'histoire de la Shoah et une biographie d'Anne Frank, mais aussi un ouvrage de Sylvie Bossier, Résistance, qui présente le portrait de 40 combattants de l'ombre qui ont sauvé des Juifs et lutté contre l'idéologie et le régime nazi. Et puis, pour documenter le thème du racisme, nous avons également publié dans la collection des grandes vies des biographies de Nelson Mandela, Mohamed Ali, Joséphine Baker et Maya Angelou, pour mieux comprendre les mécanismes de l'apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation et le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Voilà. Je pense que comme le temps est passé, je vais passer, puisque ce n'est pas vraiment les enjeux contemporains, sur culture pop, sport et loisirs, mais c'est l'occasion comme ça de vous montrer quelques titres importants ou quelques nouveautés à venir ou de cette année, notamment dans la collection BAM, le cinéma, en fait, qui, comment dirais-je, présente, selon le principe de la collection, 40 réalisateurs et réalisatrices, voilà, depuis Chaplin et Alice Guy, euh, jusqu'à, en passant par Steven Spielberg, par exemple, Tim Burton, Greta Gerwig, donc la réalisatrice en fait de Barbie, mais aussi Justine Triet, qui a obtenu la Palme d'Or en fait cette année pour Anatomie d'une chute. Voilà. Peut-être juste simplement pour conclure, avec en visuel ce livre des 50 ans de Gallimard Jeunesse que je vous invite à lire si vous voulez un peu prolonger cette rencontre. Je crois qu'on l'a vu, l'offre éditoriale peut être très riche et très diverse, autant que les modes de lecture. Et donc, les livres documentaires servent à transmettre du savoir, à mieux comprendre et questionner le monde qui nous entoure, à développer un esprit curieux, sensible et critique, à se construire une identité forte et ouverte aux autres, à s'évader aussi. Mais j'ai envie de conclure en rappelant que les documentaires créent des lecteurs. Et je voudrais m'adresser à ceux parmi vous qui travaillent directement avec des enfants, et en particulier les enseignants ou les bibliothécaires qui s'interrogent sur la lecture et sur ce que peuvent apporter en fait
Je pense que si on a la conviction que l'exercice de liberté qu'est la lecture est essentiel, il est primordial de favoriser l'accès à la lecture pour tous, de soutenir la diversité éditoriale et d'enseigner la lecture critique. Et je pense que pour développer cette lecture critique, une des pistes, en particulier sur les enjeux contemporains, est d'arriver à une démarche comparative, c'est-à-dire d'étudier avec les enfants comment les livres et tous les médias d'information se répondent les uns aux autres. Devenir lecteur, c'est vraiment savoir circuler au sein d'un réseau de livres et repérer comment les lectures se répondent. L'horizon d'attente, en fait, chez les enfants, il se construit en très grande partie parce que l'on a déjà lu, entendu ou vu auparavant. C'est parce que l'on sait que dans les livres, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a compris, que l'on est capable d'attendre une lecture suivante, qu'elle vienne compléter une lecture précédente. Et je pense que la possibilité de comparaison rend les enfants plus attentifs au fait qu'il n'y a pas nécessairement une vérité absolue, mais des propositions, que les auteurs et les autrices n'ont pas forcément une réponse, mais plusieurs ou même aucune, et que dans certains cas, en fait, il n'existe que des questions. Voilà, je vous remercie. Eh bien, surtout merci à toi, Thomas. Écoute, c'était une incroyable présentation, très riche. J'ai invité en fait tout le monde à laisser leurs questions dans le chat. Pour le moment, j'ai surtout de très, très beaux commentaires. Donc, je vais te les partager. Donc, il y a un organisme qui s'appelle JAM, qui travaille essentiellement avec des bénévoles, mais qui fait la lecture aux enfants aussi. Ont utilisé le BAM sur l'écologie, entre autres pour s'inspirer et créer du matériel pédagogique pour les services de garde dans les écoles. Donc, je pense que c'est une collection qui plaît beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de commentaires positifs. Là, ils sont tous très contents d'entendre parler de la création, en fait, des albums documentaires. Je pense que on n'en parle pas assez souvent. Écoutez, si jamais, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Thomas aller trinquer, prendre un petit verre et se reposer. Et pour nous, en fait, je vous donne rendez-vous au Salon du Livre de Montréal. Il y a beaucoup des documentaires dont Thomas a parlé qui vont s'y retrouver. Moi, je m'assure aussi de toujours vous parler des nouveautés avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a des questions qui viennent par la suite, on va tenter d'y répondre. Sinon, ben, on vous envoie l'enregistrement et une bibliographie très, très exhaustive de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Bonne journée. Merci, Marlène, et merci à tous et à toutes. Un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.